Bonjour. Alors aujourd'hui, conformément à l'autorisation que m'a donnée donc Stéphane Vendée, je vais vous présenter le contenu d'un livre que j'ai publié il y a quelque temps, dont le titre s'intitule L'art et la vie. Et je vous le présente tout de suite sur l'écran. Voilà, L'art et la vie, qui est paru aux éditions Le Temps des Cerises. Alors, c'est un livre qui est quand même très riche dans ses analyses, donc je vais me contenter de vous présenter les lignes directrices, et vous verrez que ces lignes directrices vont insister surtout sur la vie en tant que donnée psychologique, et moins sur sa dimension sociale ou historique. Voilà. Alors, mon problème, fondamentalement, quand je dis l'art et la vie, c'est que j'entends protester contre une approche formaliste de l'art, qui fait fureur, disons, depuis la fin du XXe siècle, et encore aujourd'hui, même si elle a eu aussi des partisans autrefois. Et cette approche formaliste de l'art, je ne sais pas si vous en souvenez, j'en ai un petit peu parlé à propos de l'expressivité de la musique, en me référant à un livre de Spinoza, un philosophe contemporain, qui affirmait que la musique était inexpressive, donc elle n'était qu'une suite de sons idiotes, si vous voulez, s'adressant à l'oreille, procurant un plaisir spécifique à ce niveau, mais qu'elle n'avait rigoureusement aucun sens ni aucun contenu. Or, je vous dis tout de suite, cette affirmation est totalement idiote, et je voudrais lui opposer d'emblée, avant de préciser qui a le droit de parler de la musique et comment, je voudrais lui opposer d'emblée cette phrase de Gabriel Fauré, qui est un musicien, que je vais vous lire intégralement. La forme importe beaucoup, mais le fond importe encore davantage. Et il ajoute, le rôle de la musique est de mettre en valeur le sentiment profond qui habite l'âme du poète et que les phrases sont impuissantes de rendre avec exactitude. Donc ça veut bien dire qu'il y a une dimension de fond dans la musique et pas simplement formelle, ce qui ne veut pas dire que la forme ne joue pas un rôle, bien entendu, mais il y a un fond dans la musique qui est un fond, si vous voulez, vital. Alors, ce qui veut dire aussi, s'agissant de savoir qui peut parler de la musique, parce qu'il y a des musiciens, pour la musique, mais on peut aussi parler de la poésie ou de la peinture, parce qu'il y a des musiciens qui sont du côté des Spinoza, et qui vous diront que la musique n'a pas de signification, qu'elle n'a pas de sens, si vous voulez. Or, ce qui me paraît important, vous voyez, dans ce cas-là, c'est de distinguer deux discours sur la musique. Il y a un discours sur la musique qui s'intéresse à son comment. Et là, l'artiste lui-même, quel qu'il soit, musicien, peintre, poète, etc., est le mieux placé pour décrire ce qu'il fait quand il le fait en matière d'art, bien entendu. C'est une théorie, cette fois-ci, du comment. Mais quand il s'agit de se pencher sur ce qu'est l'art, sur son essence profonde, donc sur son que, et non pas sur son comment, et de l'expliquer, eh bien ce n'est plus à l'artiste de se prononcer, tout simplement parce qu'il va être victime d'un certain nombre, disons, d'illusions sur ce qu'il fait, à partir de la conscience immédiate qu'il en est, et je vais vous le démontrer, disons, tout au long de mon exposé. Je prendrai une phrase toute simple, parce que je vais m'inspirer beaucoup de Nietzsche, une phrase de Nietzsche qui, parlant, je crois, des romanciers, etc., disait du romancier, c'est un bon descripteur, mais c'est un mauvais explicateur. Parce que les artistes sont très bien placés pour dire ce qu'ils prétendent faire en faisant ce qu'ils font et en le décrivant, mais il n'est pas du tout sûr, c'est même le contraire qui est vrai, qu'ils aient une intelligence théorique de ce que c'est que l'art, de ce que c'est que l'essence, si vous voulez, de l'art. Alors, j'en reparlerai tout à l'heure, parce que je vous montrerai comment la conscience que nous avons de l'art, et y compris chez l'artiste, c'est une conscience qui, à bien des égards, est illusoire quand il s'agit de l'essence de l'art. Alors, dans l'histoire de la pensée de l'art, cette fois-ci, il y a eu des philosophes, et non pas des artistes, qui se sont prononcés sur l'art. Il y en a eu beaucoup, avec des théories différentes, auxquelles il faut bien entendu s'intéresser. Et je pense, moi en particulier, et en
d'une manière privilégiée, disons, hein, je pense à la manière dont Kant, hein, dans la critique du jugement, à la première partie, a parlé de l'art d'une manière absolument remarquable, hein, mais d'une manière remarquable qui est totalement idéaliste, totalement spéculative, et qui va faire totalement abstraction, hein, de l'enracinement de l'art dans la vie tel que précisément je la défends. Alors, je vous rappelle quand même, hein, cette théorie, hein, qui consiste à dire que le jugement esthétique, alors, est un jugement de goût, hein, c'est pas un jugement intellectuel, bien entendu, mais c'est un jugement de goût désintéressé. Ça veut dire, c'est la première définition, hein, qu'il va donner du jugement esthétique, c'est un jugement de goût qui ne fait pas intervenir nos intérêts vitaux, quels qu'ils soient, qui les met complètement entre parenthèses, hein, et qui ne fait fonctionner à ce moment-là, hein, qu'un jeu entre l'imagination et le concept, par exemple, d'un objet, hein, dans le domaine de la peinture, si vous voulez. Hein. Et c'est ce jeu entre deux facultés qui nous procurerait un plaisir de type esthétique. Bon, alors, je ne dis pas que ce qu'il en dit après n'est pas inintéressant, au contraire, parce qu'il va décrire, je dirais d'une manière phénoménologique, les propriétés du jugement esthétique, alors sa prétention à l'universalité, excusez-moi, qui le distingue d'un jugement sur le simple agréable. Chacun pense normalement que l'agréable nous est relatif, mais quand on parle du beau, on prétend que le beau existe en soi et que tout un chacun va juger la chose belle telle que nous la jugeons belle, si vous voulez. Hein. Il parle aussi d'une œuvre d'art qui est, disons, une finalité sans fin, c'est-à-dire qu'elle est organisée, mais qu'elle n'est pas au service d'une fin extérieure à elle, hein, et c'est pour ça que nous la jugeons belle, se suffisant à elle-même, et il parle aussi de la nécessité de ce jugement, hein, parce qu'il s'impose à nous, hein, même si, je veux faire remarquer tout de suite, la nécessité de ce jugement est très diverse en réalité. Hein. Bon, Kant, je crois, là, c'est fait des illusions, à nouveau, quand vous voyez, par exemple, je prends cet exemple tout banal, hein, au masque et la plume, les critiques d'art, les critiques de cinéma en l'occurrence, hein, s'empoigner à propos du même film, hein, ça peut être des jugements qui vont du blanc au noir, hein, de manière totale. Hein. Donc, quelle est cette nécessité de jugement, hein, qui se diviserait en quelque sorte en 2, ou en 3, ou en 4, ou en 5. Voilà. Alors, ça, c'est, je voudrais donc indiquer que le jugement esthétique, contrairement à ce que dit Kant, hein, est un jugement qui est fondamentalement intéressé, qui fait appel à nos intérêts vitaux les plus profonds, y compris biologiques, y compris sexuels, je m'excuse de le dire, mais bien entendu psychologiques, sentimentaux, passionnels, hein, etc., hein, etc. Alors, l'art s'enracine donc dans la vie, et cette idée-là, je l'emprunte donc directement à quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, hein, c'est-à-dire à Nietzsche, hein, et d'emblée un paragraphe que vous trouvez dans Humain trop humain, hein, et dont je vais vous lire le titre, hein, pour ne pas me tromper dans ce titre-là, hein, et il l'a intitulé « Chimie des idées et sentiments ». Et figurez-vous que il part de l'idée, hein, que les idées, et donc les sentiments, puisque la musique a surtout affaire, l'art a surtout affaire à des sentiments, la peinture, etc., hein, la littérature, la poésie, eh bien, ces sentiments ont une origine, si vous voulez, totalement, dit-il, chimique, hein, entendons par là qu'ils s'enracinent, hein, dans des pulsions vitales qui sont inhérentes à notre corps, parce qu'il faut savoir que Nietzsche était à sa manière bien entendu, un matérialiste, ou en tout cas un naturaliste, hein, et que l'œuvre d'art ne pouvait pas rompre avec son origine vitale, voyez. Mais alors, ce qu'il ajoute d'une manière tout à fait, à mon avis, remarquable, c'est que cette origine vitale, bien entendu, est à l'origine d'un processus créatif, dans lequel vont s'exprimer des sentiments, hein, des émotions, des passions, etc., mais sous une forme où ils sont sublimés. Et ils sont tellement sublimés que nous ne les reconnaissons pas. Et je voudrais vous lire un petit passage de ce même paragraphe, hein, où il dit que du coup, on ne reconnaît pas l'origine vitale du sentiment esthétique dans la forme esthétique que l'objet esthétique a pris finalement. Hein. Et il ajoute que, à propos de ces sentiments, etc., que l'une et l'autre, hein, disons les perceptions que nous avons de l'art, l'une et l'autre en étant que des sublimations, dit-il, dans lesquelles l'élément fondamental semble presque volatilisé et ne trahit plus son existence qu'à l'observation la plus fine.
Donc vous voyez que l'œuvre d'art est une construction de la vie et que le rôle du penseur, c'est de le dire en se situant à l'extérieur de la conscience que l'artiste a de ce qu'il fait ou à l'extérieur de la conscience que l'amateur d'art a. Et il s'agit pour le penseur, le philosophe ici, mais c'est un philosophe qui annonce les sciences humaines, il s'agit de déconstruire cette impression pour la ramener à son origine réelle et aux procédés par lesquels cette origine réelle est en réalité, si vous voulez, un cachet. Bon. Et en particulier, pour vous donner un exemple tout simple d'une formule de lui qui illustre à sa manière ce qu'il dit, mais il dit plein de choses dans Humain trop humain, il y a toute une série, il y a toute une partie, pas toute une série, toute une partie de Humain trop humain, où il y a une série d'analyses de l'art qui vont exactement dans ce sens, et en particulier, alors je vous signale qu'il y a chez Nietzsche, cette affirmation sur la musique, à savoir que la musique, c'est le moyen qu'ont les passions de jouer avec elles-mêmes. Donc la musique s'inscrit, se développe, s'instaure, s'exprime dans le registre des passions auxquelles elle emprunte son inspiration, si vous voulez, réelle. J'en suis tout à fait d'accord. Et c'est pourquoi on peut tout simplement, parfois, si vous voulez, être joyeux devant une musique joyeuse, et au contraire triste devant une musique tragique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la musique nous transmet des émotions, il faut bien savoir que ces émotions qu'elle provoque sont des émotions qui sont contenues en elle. C'est pas simplement un effet indirect, si vous voulez. C'est une transmission d'une émotion contenue dans la musique, venant de son créateur, et qui peut être, bien entendu, interprétée différemment selon les amateurs, si vous voulez. Mais pour me faire comprendre, je prendrai un exemple tout banal. Je reviens ici sous à la musique. Quelle différence y a-t-il entre un coup de tonnerre et un coup de cymbale dans par exemple une symphonie de Beethoven? C'est que un coup de tonnerre n'est pas l'effet d'un sujet, c'est l'effet de la nature, il ne signifie rien, il n'a aucun sens, il n'est guidé par aucune intention, alors qu'un coup de cymbale, tout en s'intégrant dans la forme même du morceau de musique où il intervient, le coup de cymbale exprime quelque chose dans l'atmosphère globale de l'œuvre en question et qui renvoie à la subjectivité, bien entendu, de son auteur. Ça peut par exemple un état d'angoisse, un état de violence, mais qui, à ce moment-là, est chez l'auteur et qui est présente aussi du même coup en s'y exprimant dans l'œuvre en question, c'est-à-dire ici, donc, dans ce morceau d'œuvre qui est le coup de cymbale. Alors, tout cela signifie, si vous voulez, et ça me paraît important, et ça s'inscrit totalement dans la démarche de quelqu'un comme Nietzsche, c'est que la conscience que l'artiste a de l'art, et que nous-mêmes, nous avons de l'art, quand nous l'éprouvons, n'est pas une conscience vraie, n'est pas une conscience véridique. Alors, ça ne veut pas dire que l'art, d'une manière générale, ne véhicule pas non plus parfois de vérité, si vous voulez, entre guillemets, mais essentiellement, la conscience que nous en avons, la conscience esthétique et émotive que nous en avons, c'est une conscience, si vous voulez, qu'on peut dire illusoire. Elle ne nous renseigne pas sur ce qui se passe en nous, voyez, et c'est là qu'on retrouve cette idée qu'il y a un fond, si vous voulez, qui échappe à la conscience immédiate, et c'est pour ça que je dirais que les artistes ne sont pas les mieux placés, je crois y avoir fait allusion tout à l'heure, ne sont pas les mieux placés pour parler de l'essence de l'art, alors qu'ils sont les mieux placés pour, bien entendu, parler de la manière dont l'art s'exprime, dont l'art se construit, et dont l'art se développe quand il compose, bien entendu, une œuvre d'art. Alors, ce qu'il faut bien voir, du même coup, par rapport au statut de l'œuvre d'art, et contre le formalisme, contre lequel je me bats d'une manière vigoureuse, même s'il est à la mode, eh bien, c'est que l'œuvre d'art, figurez-vous, elle a un sens. Ou, si vous préférez, elle a du sens. Elle n'est pas idiote, elle n'est pas vide de sens. Alors,
il faut bien comprendre ce qu'on entend par ce sens. Alors, ce n'est pas un sens intellectuel que l'on pourrait conceptualiser, parce qu'à ce moment-là, on se retrouverait dans le registre de l'intelligence et des textes qui ont un contenu intellectuel. Non, c'est un sens qui est purement affectif, et qui s'exprime, je dirais, de manière muette, si l'on peut dire, au sens où on ne peut pas le formuler véritablement en mots, on ne peut que l'éprouver fondamentalement. Voyez. Et il y a un auteur auquel je fais référence ici, bien qu'il soit à l'opposé de ce que je pense par ailleurs, c'est Henri Bergson, mais qui, dans son livre Le Rire, a été capable de dire une chose assez étonnante. Il part de l'opposition entre le moi social et le moi profond. Alors le moi social, c'est un moi superficiel qui en quelque sorte réprime ou met entre parenthèses notre moi profond, et le moi profond, c'est le moi qui existe en nous, au plus profond de nous. Bon, et Bergson va nous dire à propos de la musique, que la musique va mettre entre parenthèses justement le moi social et qu'elle nous permet de nous révéler à nous-mêmes des nuances de sentiments qui sont enfouis en nous et que nous ignorons. Il y aurait donc un inconscient musical, qui est un inconscient bien entendu affectif, et je suis tout à fait d'accord avec cela, si vous voulez. Bon. Alors, cette thèse empruntée à Nietzsche, bien entendu, je peux vous dire qu'elle inaugure une approche de l'art qui n'est plus spéculative, au sens de la tradition spéculative ou purement réflexive, contre laquelle j'argumente souvent dans mes interventions. C'est une approche de l'art, chez Nietzsche, qui anticipe, bien entendu, les sciences humaines, et en particulier la théorie de Freud. Alors, les sciences humaines, j'en ai déjà parlé, je vous rappelle que Nietzsche, cette fois-ci, dans Par-delà et le bien et le mal, a voulu introniser la psychologie comme reine des sciences. Reine des sciences, et non pas de la réflexion, et des sciences au sens où elle va nous mettre en avant, si vous voulez, le sous-basement psychologique de nombre de nos phénomènes de conscience, dans la morale aussi, mais ici, bien entendu, si vous voulez, dans l'art. Or, je vous rappelle aussi que Nietzsche a été suivi de Freud, que Freud, comment vous dire, est en réalité quelqu'un qui a lu Nietzsche tout en prétendant ne pas l'avoir lu pour ne pas s'apercevoir que ce qu'il disait était déjà présent chez Nietzsche, mais c'est un fait qu'il y a des affirmations nietzschéennes qu'on retrouve chez Freud, et en particulier l'idée, bien entendu, qu'il y a un inconscient psychique, et que cet inconscient psychique va se manifester sous une forme là aussi sublimée qui le masque, dans toute une série de domaines de notre vie qui affectent notre conscience, et donc en particulier aussi dans le domaine de l'art, comme dans le domaine du rêve, figurez-vous. Et quelqu'un comme Freud a été capable précisément de comparer le phénomène de la conscience rêveuse et le phénomène de la conscience esthétique, en disant que, c'est une formule que j'ai trouvée de lui, que en réalité, de la même manière que dans le rêve s'exprime d'une manière détournée et masquée des affects profonds, eh bien c'est la même chose qui se passe bien entendu dans l'art, et il disait que, tout simplement, une œuvre d'art, c'est un rêve éveillé. Un rêve éveillé, mais dont nous n'avons pas, bien entendu, l'intelligence directe quand nous sommes en présence de ce phénomène. Bon. Alors, on pourrait s'arrêter là, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses, enfin, j'ai dit déjà beaucoup de choses, mais le mot vie, j'y ai fait allusion tout au début de mon exposé, pour l'instant, je ne l'ai compris fondamentalement que comme un phénomène, disons, psychologique et aussi biologique, puisque des éléments, bien entendu, de notre vie la plus biologique, et je l'ai dit, y compris notre vie sexuelle, de nos émois sexuels, peut s'exprimer, bien entendu, si vous voulez, dans l'art. Mais la vie, ce n'est pas que la vie psychologique, bien entendu. Il y a aussi la vie historique et sociale. Bon. Et là, je voudrais vous indiquer que là aussi, les chercheurs qui se sont intéressés à l'art, en le ramenant à cette vie, disons, psychologique mais sociale, donc à ce qu'on a pu appeler un psychisme social, eh bien ces penseurs ont leur mot à dire et vont nous révéler des choses. Alors je ne peux pas en développer tout le détail, parce que j'ai décidé de ne pas développer tout le détail de mon livre, parce que ça serait trop long bien entendu, mais par exemple un penseur russe comme Vygotsky, qui est un grand esprit, a écrit une psychologie de l'art, et dans cette psychologie de l'art,
l'art, il va donc ramener, en dépassant Freud d'ailleurs, il va ramener l'art donc à une production psychologique, oui, mais en ajoutant que cette production psychologique, elle est aussi socialement conditionnée, et que par conséquent, si vous voulez, le psychisme dont il est question dans l'œuvre d'art, dans les œuvres d'art en général, c'est un psychisme qui n'est pas forcément universel, c'est un psychisme qui peut être relatif à des périodes historiques données, et donc à des conditions sociales données. Et là, c'est une parenthèse rapide, si vous voulez, à propos de Marx. Par exemple, Marx, qui est un penseur de l'insertion complète de la conscience dans l'histoire et dans la société, dans la vie. Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, dit-il, mais la vie qui détermine la conscience. Eh bien, Marx, alors même qu'il est donc dans une approche socio-historique des phénomènes humains et des phénomènes de conscience, et donc de l'art, il est capable d'indiquer que nous continuons, figurez-vous, à nous intéresser à l'art grec alors qu'il n'est plus de notre époque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire pour lui, cette chose étonnante, que l'intérêt que nous portons aujourd'hui à l'art grec renvoie à notre vie psychologique individuelle, qui est le fait que nous sommes en fait fascinés par notre enfance. Nous en avons une nostalgie. Et l'imaginaire grec, avec ses héros guerriers, etc., qui s'exprime dans la littérature grecque, c'est un imaginaire qui renvoie à la fascination que nous pouvons avoir à travers notre passé, notre enfance historique, que nous pouvons avoir pour notre propre enfance. Nous redevenons enfants quand nous aimons la littérature grecque. Voilà. Par ailleurs, en dehors de Vygotsky, bien entendu, il y a aussi des philosophes, pas des philosophes, justement, excusez-moi, des penseurs contemporains qui se sont penchés sur cela, dont Bourdieu, mais je me rappelle tout simplement que j'ai oublié de vous dire une chose aussi très importante à propos de Vygotsky, parce que j'ai repéré la formule, il se trouve, mais ça nous amène à Bourdieu finalement. Ces sentiments que l'œuvre d'art va exprimer, elle va les transmettre socialement dans une forme qui est socialement recevable. Et cette forme qui est socialement recevable, elle dépend bien entendu de l'histoire, et on va y revenir avec Bourdieu. Et il a cette formule extraordinaire pour dire que du même coup, l'art, c'est une technique sociale du sentiment. Une technique sociale du sentiment. Donc une technique sociale, c'est-à-dire qu'elle prend une forme qui peut être acceptée par son temps, mais elle va aussi renvoyer à des sentiments, bien entendu, qui sont sociaux. Simplement, ils vont être transformés, ils vont être sublimés par la forme. Et quelqu'un comme Vygotsky est quelqu'un qui, tout en attribuant beaucoup d'importance au contenu affectif de l'art, le soumet quand même une forme. Mais cette forme ne fait qu'embellir quelque chose qui ne relève pas de la forme, et qui est toujours présent dans la forme. Et il a cette formule que je trouve extraordinaire, où il est à nouveau question du rapport de l'art et de la vie. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est comme ça. L'art, dit-il, est à la vie comme le vin au raisin. Voyez. Bon, le vin, c'est une sublimation de substances qui viennent du raisin. Eh bien l'art, c'est une sublimation de substances qui viennent tout simplement de la vie. Bon. Et je voudrais ajouter que cette thèse que je défends, elle a été aussi, figurez-vous, défendue à notre époque, d'ailleurs au siècle dernier, par Gérard Genette, dans un livre qui s'appelle L'œuvre de l'art, où il met l'accent précisément sur la dimension non formaliste de l'art, sur la dimension concrète, vitale, psychologique, socio-historique de l'art, et des formes variées du coup que l'art peut recevoir dans ses productions comme dans ses réceptions. Alors, la conclusion que je voudrais tirer de cet exposé un peu rapide, mais mon livre vous en donnera des aperçus beaucoup plus approfondis, c'est que la conscience esthétique, soit chez le créateur, soit chez l'auditeur, est une conscience en quelque sorte illusoire. Et il faut donc se situer à l'extérieur de la conscience spontanée qu'on en a
pour comprendre ce qu'est l'art, si vous voulez. Et c'est tout le travail, là je résume, de quelqu'un comme Nietzsche par rapport aux illusions de la conscience, mais aussi de Freud, mais aussi de quelqu'un comme Marx, etc., et de quelqu'un comme Bourdieu. Alors, Bourdieu, le sociologue, vous n'en ai pas parlé, mais je vais en profiter pour vous en dire quelques mots. Bourdieu, à la fin donc, du XXe siècle, a écrit un ouvrage qui s'appelle La Distinction, dans laquelle il enracine, alors vraiment d'une manière tout à fait remarquable en sociologue, l'art classique dans les conditions de production et de réception de cet art au sein de l'aristocratie et de la bourgeoisie dans les siècles précédents. Voyez. Et la distinction, c'est le fait que la bourgeoisie ou l'aristocratie, comme vous voudrez, en se consacrant à l'art et en le montrant dans les concerts, etc., dans les théâtre, la bourgeoisie prétendait se distinguer du peuple par sa capacité qu'elle prétendait avoir seule à porter un jugement esthétique sur le beau, distingué du jugement esthétique sur l'agréable, que les vulgaires, diront que le peuple vulgaire, lui, est capable, bien entendu, d'éprouver. Eh bien non. Eh bien, on est là en présence d'un phénomène social de distinction qui est déterminé, donc par conséquent, socialement. Alors, je reviens à ce phénomène de l'illusion de la conscience esthétique, dans laquelle la bourgeoisie était bien entendu entièrement prise. Donc, cette conscience esthétique, il faut la dépasser, y compris nous-mêmes en tant qu'amateurs d'art, pour s'apercevoir qu'elle est le lieu d'une illusion, et que cette illusion existe réellement. Ce n'est pas une erreur, c'est une illusion nécessaire, imposée par la perception même de l'œuvre d'art, et que du même coup, cette illusion vécue peut engendrer des illusions théoriques sur ce que c'est que l'art et ce que c'est que l'artiste. L'art inspiré par les dieux, si vous voulez, l'art produit d'un génie à part, etc., d'une inspiration, si vous voulez, pure. Toutes ces choses-là, si vous voulez, qui sont descriptivement peut-être exactes, ne sont pas théoriquement, si vous voulez, exactes. Alors, je termine en disant quand même, et en tenant un propos qui va peut-être vous rassurer. Alors, je suis en train de déconstruire l'art. Je suis en train à la fois de le démythifier, de vous montrer qu'en un sens, sa production et sa réception, si vous voulez, relèvent d'un mythe, et je suis donc en train de démystifier la conscience qu'on en a. Il n'empêche que, comme je l'ai dit, une illusion, ce n'est pas une erreur, comme disait Freud. Une illusion s'impose nécessairement à nous. Et cette illusion, qui peut aussi parfois véhiculer des vérités sur la vie, c'est pas la question, mais cette illusion, et qui peut se traduire vraiment des sentiments que nous éprouvons, mais cette illusion, si vous voulez, elle s'impose nécessairement à nous, elle est là, et elle est source de jouissance inestimable. Ça, je vous le dis à titre personnel, moi, à côté de la philosophie, et d'autres centres d'intérêt que je peux avoir, l'intérêt que j'ai pour l'art est un intérêt quotidien, et pour vous le dire comme ça, non pas par narcissisme, mais disons comme indication subjective qui prouve quelque chose, je lis de la poésie tous les soirs, et ces temps-ci, je suis en train de lire donc la poésie de Guy Vic, qui m'enchante littéralement, m'apaise, en me faisant, cette fois-ci, découvrir le monde sous un angle sensoriel, émotif et sentimental qui retentit en moi. Voyez. Et ça, c'est formidable. Donc, l'art est la source d'émotions, soit nouvelles, soit qui réveillent des émotions qui sont en nous, et tout cela nous rend, en un sens, si vous me permettez la formule, nous rend bien heureux face à une vie qui pourrait nous rendre, par un côté, bien entendu, malheureux. Et je reprendrai donc, si vous voulez, une idée à la Nietzsche, pour vous montrer que tout ce que je viens de dire sur l'art ne détruit en rien et ne doit pas détruire les impressions authentiques que spontanément nous en avons, et le bonheur qui leur est lié. Et je terminerai par une formule de Nietzsche, qui est assez extraordinaire, malgré, disons, sa lucidité un peu triste par rapport à ce qu'est la vie en général et la vérité qu'on peut avoir sur cette vie. Nietzsche disait « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ».
Merci.